Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Le 25 mars 2020, le Mali enregistrait son premier cas de Covid-19. Une Malienne installée en France en séjour au pays. Elle a été guérie de la maladie après quelques semaines passées à l'hôpital. À ce mercredi 7 juillet, 14 454 personnes ont été testées positives au coronavirus. 527 sont décédées et 10 084 guéris. Si la découverte du premier cas de la maladie a fait installer la peur et l'angoisse chez certains Maliens, d'autres n'ont jamais cru à l'existence de la maladie. Une situation qui rend du coup difficile le combat contre cette pandémie, déplorent des médecins. Quelle est l'évolution de la maladie à coronavirus? Quels ont été les obstacles auxquels les personnels sanitaires ont été confrontés? Quelle analyse de la communication autour de cette lutte contre la Covid-19? Qu'est-ce qui reste comme défi à la lutte contre la maladie à coronavirus au Mali? Studio Tamani pose le débat. Covid-19, où en sommes-nous avec la lutte contre la maladie? Madame Traoré Fatou Diawara de la cellule de coordination de lutte contre le coronavirus, Youssoufa Maïga, directeur de la radio Djamana de Koulikoro, et Abdoul Wahab Diakité, président de l'ASCOMA, vice-président de l'ASCOMA, qui sera au téléphone, sont nos invités. Je suis Sekou Gadjigo à la présentation. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Alors, Madame Traoré Fatou Diawara, comment évolue aujourd'hui la lutte contre la maladie à coronavirus dans notre pays? Ok, bonsoir. Merci de me donner la parole. Donc, je remercie aussi tous vos téléspectateurs de par le Mali qui vous suivent. Par rapport à la lutte contre la maladie à coronavirus, donc la Covid-19, nous pouvons dire que nous sommes à 13 mois de lutte contre cette maladie et que depuis les premiers cas identifiés de par le monde, donc en décembre 2019 déjà, le Mali a commencé à se préparer, notamment en activant son système, en réactivant, en redynamisant le système de surveillance, notamment au niveau des cordons terrestres et aériens, en prépositionnant déjà les médicaments de la prise en charge et en commençant la sensibilisation. Donc en mars, vous l'avez dit, en mars 2020, l'épidémie a été déclarée au Mali. Donc depuis, nous assistons quotidiennement à la présence de cas, sauf ces derniers jours où nous avons enregistré des jours sans cas. Donc, globalement, pour la lutte, il y a eu une synergie d'action entre différents départements, entre différents secteurs, entre différentes disciplines. Et beaucoup de choses ont été faites. La coordination a été mise en place avec plusieurs commissions. La communication aussi a été menée à travers les médias, à travers aussi plusieurs autres canaux. Et la sensibilisation, elle est en fait continue, on va dire, puisque beaucoup d'associations de la société civile se sont intéressées et impliquées dans cette lutte. Donc actuellement, nous constatons une diminution du nombre de cas quotidiens. Et depuis le début de l'épidémie, nous sommes, on va dire, à la troisième phase, au troisième pic. Et c'est au cours de ce troisième pic maintenant que nous voyons que les cas sont en train de diminuer. Mais cela ne signifie pas que l'épidémie est finie. Nous devons rester concentrés sur la lutte en redoublant les efforts et en sensibilisant davantage parce qu'avec la Covid, un cas constitue déjà l'épidémie. Donc, même si on enregistre 3 cas, par exemple, hier c'était 3 cas, on est fiers de ces 3 cas,
Mais ça veut dire que la maladie existe toujours et que nous devons rester vigilants par rapport à elle. Alors, vous avez parlé d'une diminution de cas. Est-ce que cette diminution se fait constater au niveau des centres de prise en charge? Effectivement, la diminution se fait constater au niveau des centres de prise en charge et au niveau des services également qui traitent des différents signes de manifestation de la maladie même. Donc, c'est une diminution réelle que nous constatons au niveau de nos structures de prise en charge. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui rend la lutte contre la maladie à Covid-19 difficile au Mali? Toujours, Madame Traoré. Merci pour la question. Donc, ce qui rend actuellement la lutte difficile, c'est à peu près la même chose qu'au début. C'est-à-dire, c'est un déni, en fait, de la maladie par une certaine frange de la population. Et aussi, même si nous acceptons la présence de cette maladie, nous acceptons qu'elle soit réelle, qu'elle soit vraie, mais les mesures qui doivent accompagner pour réduire la propagation, nous ne les respectons pas assez. Donc la distanciation sociale, les grands regroupements sociaux également, le lavage des mains à l'eau et au savon ne sont pas appliqués systématiquement. Donc c'est toujours le même problème. Mais on constate quand même que beaucoup ont adhéré à la stratégie. Mais ces derniers temps, avec la diminution du nombre de cas, les gens sont encore en train de baisser les bras. Et ce que nous pourrons faire, je ne vais pas anticiper sur vos questions, mais il serait déjà intéressant que la population réellement prenne conscience du problème réel qui existe. Nous avons enregistré jusqu'ici 527 décès. Ce n'est vraiment pas négligeable. En 13 mois d'épidémie, ce n'est pas négligeable. Et ces personnes qui sont décédées sont des parents en nous, sont des Maliens. Et personne n'est à l'abri de faire cette maladie et d'en mourir si on ne prend pas toutes les précautions. D'accord, nous allons reparler des comportements adoptés et cette baisse de vigilance que vous évoquez il y a un moment. Nous avons au téléphone M. Abdulwahab Diakité, vice-président de l'ASCOMA. Bonsoir M. Diakité. Bonsoir. Alors, au niveau de l'ASCOMA, quelle appréciation faites-vous de la gestion de cette crise sanitaire? Bon, merci M. Gaznigo. En tout cas, nous ne sommes pas satisfaits de la gestion de cette pandémie, dans la mesure où les plus hautes autorités du Mali n'ont jamais posé d'acte allant réellement dans le cadre de la prise en conscience des patients. Parce que leur comportement n'a jamais changé, alors que ce sont ces autorités-là qui constituent la vitrine pour la population. J'aimerais vous dire qu'on a parlé de mesures sociales, de tout ce qui s'ensuit. Mais les plus hautes autorités ont dit ici au Mali que, Covid ou pas Covid, les élections vont se passer. Et finalement, des cas ont été découverts et les élections se sont tenues. Et finalement, ce qui a été un grand coup pour la lutte contre Covid-19. Et à présent, nous continuons dans ce système-là, dans la mesure où, la diminution des cas, systématiquement, s'est accompagnée avec pratiquement le relâchement de la communication par rapport à cette pandémie. Et nous pensons également que le gouvernement a juste essayé de prendre en charge ce qui est là, mais ne s'est pas réellement positionné par rapport, en tout cas, à la lutte prochaine d'autres pandémies. Si nous voyons bien, dans certains pays, il y a déjà ce qu'on appelle une troisième vague ou quoi, et même à nos frontières. Mais malheureusement, pour tout le monde, il n'y a rien, et puis on continue sans mesure, et le gouvernement est là également. Imaginons un peu les cérémonies sociales, notamment les mariages ou autres là, qui se font dans les familles des dignitaires de ce pays-là. On les fait comme s'il n'y avait rien. Donc vraiment, les responsables n'ont jamais donné
n'ont jamais posé d'actes qui puissent faire en sorte que la population puisse croire effectivement à cette maladie. Ok, merci M. Diakité. Nous allons vous revenir tout de suite. Juste le temps peut-être de redonner la parole à Mme Traoré. Lorsque M. Diakité dit que les plus hautes autorités n'ont pas posé d'actes qui puissent permettre aux populations de croire en l'existence de la maladie. Êtes-vous d'accord avec ça? D'une part, on ne va pas généraliser cette pensée. Mais M. Diakité, d'un côté, a raison, puisque quand on voit les plus hautes autorités sortir à la télé, par exemple, sans masque, ou provoquer chez eux des regroupements, donc la population se pose des questions. La population se demande donc les règles qui sont mises en place sont sûrement valables pour nous, mais pas pour les responsables. Et cela amène un doute, parce que finalement, on se demande est-ce que réellement la maladie est vraie. Ça, c'est un aspect. Mais quand même, je vous ai dit que depuis le début de l'épidémie, avant qu'on ait les premiers cas, début janvier 2020, le ministre de la Santé qui était là en ce moment a posé un certain nombre d'actes. Il n'est peut-être pas représentatif de tout le gouvernement, mais il a posé des actes. Et je pense que c'est pour ces actes posés, en fait, que ce soit l'Organisation ouest-africaine de la santé, que ce soit l'OMS, le Mali a été félicité par ces organisations parce qu'on a anticipé l'entrée, et cela sous le leadership du ministre de la Santé qui était présent à l'époque. Aussi, je dirais que en disant que rien n'est fait, cela découragerait ceux qui ont beaucoup travaillé. Du début de l'épidémie à maintenant, nous avons eu peu de ressources mises à notre disposition pour lutter contre la maladie. Et dès les premiers instants, les médecins-chefs au niveau des districts sanitaires, les directeurs régionaux de la santé et autres directeurs, le directeur de l'INSP qui est le coordinateur national, le directeur général de la santé, je ne vais pas tous les citer, mais se sont engagés personnellement en y engageant les ressources propres des structures, jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus. Le suivi des cas contacts était assuré par ces agents de santé sur leurs propres ressources. Quand les structures n'étaient plus en mesure de financer, je vous assure que les agents qui sont dans les équipes que nous appelons les équipes d'intervention rapide, prenaient l'argent du carburant, prenaient l'argent du crédit de leur poche, de leur salaire, pour pouvoir appeler, suivre les sujets contacts qui sont à domicile ou les patients qui étaient en traitement à la maison. Mais malgré que le chef d'État d'alors, de l'époque, ait débloqué un fonds et mis à la disposition un fonds Covid, malgré tout ça, vous n'aviez pas de moyens? Ce fonds, nous ne l'avons presque pas perçu. Dans un premier temps, une certaine somme a été débloquée et mise à la disposition des hôpitaux et autres. On était déjà, je crois, à 6 mois de la lutte quand cela se passait. Donc, on a eu tout le temps d'y mettre nos ressources personnelles. Et cet argent n'était pas suffisant, puisque quand cet argent est arrivé, et c'était des sommes à peu près dérisoires par région et par structure, cela a trouvé que certains s'étaient endettés par rapport au carburant, par rapport à autre chose, et qu'il fallait rembourser tout ça. Et dès lors, rien d'autre n'a été perçu. Voilà. Rien d'autre n'a été perçu. Jusqu'à il y a un mois, voilà, une autre somme a été débloquée. Et là, je ne sais pas si c'est même arrivé au niveau de toutes les structures d'abord. Mais en tout cas, on a eu vent de ce déblocage de fonds. Voilà. Enfin, en dehors de ça, on a continué la lutte en collaboration avec les partenaires que je remercie réellement ici, qui nous ont régulièrement dotés en équipement. Et en ce qui concerne le laboratoire d'analyse de référence, qui est l'INRSP, et les laboratoires partenaires qui nous soutiennent, les réactifs et autres ont toujours été donnés par des partenaires.
Ok, nous allons en reparler. Juste le temps de donner la parole à M. Youssoufa Maïga. Vous êtes directeur de radio. Nous savons que les médias, de façon générale, ont un grand rôle à jouer dans ce genre de crise sanitaire. Aujourd'hui, selon vous, est-ce que ces médias-là ont joué correctement le rôle qui était le sien? Merci M. Kadigo, merci à toutes et à tous et encore une fois merci à tous les auditeurs de Studio Tamani et à travers les radios partenaires. Effectivement, les radios ont joué le rôle qu'il fallait jouer et ils continuent toujours à jouer ce rôle. Et bien avant la maladie du coronavirus, les radios ont toujours accompagné le gouvernement dans les actions de sensibilisation par rapport par rapport aux événements. Donc, par rapport au coronavirus, bien avant les premiers cas, donc du 25 mars 2020, les radios ont pris d'avant, donc ils ont accompagné le gouvernement à communiquer sur les comportements donc à observer pour éviter une contamination. Donc notre défi, c'était de communiquer pour que la maladie du coronavirus ne vienne pas, bien sûr, au Mali. Notre objectif, c'était ça, c'est de donner le maximum d'informations, accompagner le gouvernement à communiquer sur les mesures à prendre en vue d'éviter une éventuelle contamination. Donc, bien avant le 25 mars, les radios étaient avec le gouvernement dans les campagnes de sensibilisation. Et ces campagnes de sensibilisation, le plus souvent, les 70% de ces activités de sensibilisation sont financées par les radios elles-mêmes. C'est-à-dire nous faisons un accompagnement presque gratuit parce que c'est un cas vraiment très difficile, à savoir la Covid-19. Donc maintenant, après le 26 et le 25 mars, donc, tout le monde maintenant est engagé comme un soldat, donc pour vraiment aller au front et trouver les voies et moyens pour diminuer, pour empêcher une contamination. Donc, à travers ça, les radios ont fait beaucoup donc, en matière de communication, à savoir les émissions radiophoniques, les émissions qui sont radiophoniques qui le plus souvent sont synchronisées avec d'autres radios. Partout où les radios se trouvent, ils sont autour de l'URTEL, l'Union des radios-télévisions libres du Mali, qui mobilise les radios au niveau local. Et ces radios-là font des émissions synchronisées. Nous avons aussi fait de la diffusion des spots donc, qui nous viennent parfois de la direction régionale de la santé ou du développement social, de certaines ONG ou bien sûr de l'URTEL. Donc c'est pour nous un travail dans lequel nous sommes engagés auprès des autorités. Ça, c'est dans le cadre de notre mission de service public. Donc, que ça soit engagé par le gouvernement ou non, les radios sont toujours auprès des communautés pour leur donner la bonne information par rapport au coronavirus pour qu'on puisse observer un changement de comportement en vue d'éviter la contamination. Donc, pendant toute cette année d'activité, les radios ont accompagné le gouvernement donc, dans ses actions, dans ses activités de communication. Et au niveau local, elles ont toujours été auprès des autorités, dans les réunions, dans les colloques, dans toutes les activités de communication en vue de donner la bonne information. Donc, ils ont épaulé l'administration au niveau local et ils sont également avec la société civile, les ONG, la CAFO, les jeunes. Et nous avons également travaillé aussi avec le CNIEX dans l'élaboration des messages. Donc, pour vous dire que vraiment les radios ont joué pleinement leur rôle dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. D'accord, les radios ont joué leur rôle. Madame Traoré, est-ce que vous avez senti, vous avez vu cet accompagnement des radios, vous qui êtes de la cellule de lutte contre la maladie, est-ce que les radios ont été d'un apport capital pour vous? Ok. Donc, au sein de la coordination même, de la lutte de la riposte contre la Covid-19, il y a une commission communication qui travaille en étroite collaboration avec les médias. En dehors de cela,
personnellement, nous avons été approchés plusieurs fois par plusieurs radios, voilà, pour des débats, pour participer à des émissions, pour des interviews au téléphone, pour des interviews dans le bureau. Et je vous assure qu'aux premières heures, les bureaux de l'INSP étaient tous les jours voilà, fait pris d'assaut par les hommes et les femmes de médias. Et donc c'est du concret, on les a vus à la tâche, on les a vus réellement à la tâche et ils ont joué leur partition. Mais il faut qu'on se dise que la vérité, c'est-à-dire les personnes peuvent se battre jusqu'à un certain niveau sans ressources financières, mais arriver à un certain niveau sans ressources, ils seront bloqués dans leur élan. Mais en tout cas, ils ont fait de leur mieux et on était toujours flattés parce qu'on voyait qu'ils voulaient la bonne information. C'était la recherche de la bonne information auprès de certains informateurs clés. Alors, Monsieur Diakité, vous qui reprochez aux autorités, disons-le clairement, leur façon de communiquer dans le cadre de la lutte contre cette maladie, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'ASCOMA même a entrepris des actions pour sensibiliser les populations, pour que les populations puissent croire en l'existence de cette maladie? Oui, M. Gazigo, je voudrais d'abord saluer l'honnêteté intellectuelle de Madame. Parce que moi, je suis de la société civile. Nous faisons beaucoup de débats, mais généralement, quand les responsables sont là, ils ne font que défendre l'État, même à tort. Et c'est pourquoi je lui tire un chapeau pour avoir dit clairement ce qui se passait. Bon, je voudrais encore faire une précision à son niveau. J'ai dit les plus fortes autorités. Sinon, nous avons admiré le combat des pauvres professionnels de la santé et paramédicaux. Médicaux, je veux dire. Tout ce beau monde-là a fait du travail exceptionnel. Mais moi, mes critiques s'adressaient plutôt aux plus fortes autorités. Mais imaginez un peu. Nous vous demandons des résultats et nous ne vous donnons pas de ressources. Ce n'est pas possible. En ce qui concerne la communication, l'ASCOMA et plusieurs organisations de la société civile continuent à prévoir, à faire des sensibilisations. Mais il faudra savoir que c'est l'État qui constitue la vitrine. Imaginez un peu comment le cycle de vaccination a échoué au Mali. Parce que tout simplement, on a mal communiqué. Et les gens qui étaient en charge de vacciner, ils sont partis en grève. Pourquoi? Pour question des ressources. Alors, si vous le permettez, nous allons parler de la vaccination dans peu de temps, mais juste à votre niveau. Par exemple, aujourd'hui, quand on voit jusque-là des gens les dimanches, qui font des cortèges, qui se rassemblent malgré les consignes données par les autorités sanitaires, quelque part, la société civile pourrait faire quelque chose par rapport à ça. Est-ce que vous jouez convenablement votre rôle? Nous jouons convenablement notre rôle, mais quand l'État n'existe pas, ce n'est vraiment pas la peine. Une société civile n'est pas une structure de coercition. Quand l'État dit que ce n'est pas possible, ça ne se fera pas, ce n'est pas possible. On a vu dans les autres pays. L'État n'existe pas au Mali. L'autorité de l'État, là, c'est un des mots. Donc ne vous apprenez, il ne faut pas vous en prendre à la société civile. Nous faisons ce que nous pouvons. Chez moi, par exemple, personne ne sort sans masque. Le lavage des mains continue. Même ce matin, nous étions au niveau de la mairie, c'est ce que nous avons dit. Mais c'est l'État qui doit montrer son existence. Et à travers le respect de ce qu'il dit. Mais quand l'État même ne veut pas respecter les consignes des professionnels, ça laisse à désirer. D'accord, cela est bien compris. Non, je continue. Oui, allez-y. Si l'État respectait les consignes, c'est sûr que ce qui se passe actuellement,
Et ce qui se passe actuellement n'allait pas être fait. Le professeur Akouri et la commission de quoi là qui s'occupait de la commission scientifique là. Tout ce que la commission scientifique a demandé de faire, l'État n'a pas pu les mettre en œuvre. Donc pour moi, ce sont les plus hautes autorités. Ok, cela est bien compris. Madame Traoré, depuis quelque temps, on constate une diminution des cas au Mali. Vous avez dit cela ne signifie nullement que la bataille contre la maladie est gagnée. Mais aujourd'hui, est-ce que pouvez-vous nous dire quelles sont les zones les zones les plus touchées par cette maladie Covid-19? Oui, nous avons principalement le district de Bamako, qui pendant longtemps a été l'épicentre de la maladie. Donc dans chaque commune a enregistré vraiment des cas, un nombre important. Nous avons aussi dans la région de Kaï, mais pas toute la région de Kaï, dans certains districts sanitaires, où les cas ont été également enregistrés, en grand nombre. Aussi en un moment dans la région de Mopti et dans celle de Tombouctou. Donc par rapport au cas de Tombouctou, le laboratoire mobile s'est déplacé vers Tombouctou et cela a été parce que c'était dans un milieu assez circonscrit. Donc cela a pu être géré très rapidement. Mais aujourd'hui, la zone la plus touchée, on va dire que c'est le district de Bamako. C'est le district de Bamako. Et environnant. Donc les communes du cercle de Kati qui nous entourent sont aussi autant touchées que les quartiers de Bamako. Quelle explication donneriez-vous à cette baisse de la contamination? Est-ce dû à la vaccination qui a débuté depuis quelques mois? Il y a plusieurs éléments que nous pouvons prendre en compte. Le respect des mesures, même si elle n'est pas totale, a sûrement joué un rôle. L'évolution aussi naturelle de la maladie, puisque nous constatons qu'il y a de nouveaux variants qui sont en train d'apparaître et qui n'ont pas les mêmes manifestations cliniques que l'on connaissait au départ. C'est une forme assez silencieuse dont le diagnostic est plutôt radiologique que fait symptomatique. Donc on n'a pas les signes de rhume, de toux, de fièvre qu'on avait auparavant. Donc la maladie même est en train de prendre fait une certaine forme. Et aussi, la vaccination, il y en a qui ont reçu la deuxième dose, mais nous ne pouvons scientifiquement admettre à l'effet de la vaccination que si nous avons au moins 70% de la population qui reçoit le vaccin. Aujourd'hui, nous sommes à combien le taux de personnes vaccinées? Le nombre, nous sommes à 143 000 et quelques hier. Aujourd'hui, ça a dû augmenter encore plus, mais nous n'avons pas atteint l'objectif. Là, c'est pour totalement ceux qui ont reçu la première dose. Et pour la deuxième dose, nous sommes à peu près 50 000 personnes qui l'ont reçue. Donc, déjà, on a le souci que ceux qui ont reçu la première dose, la totalité n'a pas encore pris la deuxième dose. Et cela est bien en deçà des 70% de la population générale du Mali. Alors, M. Maïga, on voit que la vaccination, elle est quand même timide. Il y a encore des gens qui sont réticents à cette vaccination. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore quelque chose à revoir par rapport à la communication concernant cette campagne de vaccination? Oui, ok. Par rapport à la campagne de vaccination, je peux dire que la communication a mal démarré. Parce que c'est une communication qui est venue un peu en retard par rapport aux rumeurs sur le vaccin. Dès qu'il a été dit que les vaccins vont être envoyés en Afrique, c'est depuis ce moment-là que les autorités devraient prendre les dispositions pour qu'il y ait suffisamment de communication autour du vaccin. Dire aux populations que le vaccin n'est pas dangereux. Dire aux populations que le vaccin est à 90% le seul moyen le plus sûr à 90% pour éviter de contacter la maladie du coronavirus. Donc cette communication a été
engagé en retard. Cela se trouvait déjà que les rumeurs ont envahi les réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux sont de la ville jusqu'aux confins des campagnes. Partout où vous partez aujourd'hui, s'il y a le réseau téléphonique, il y a les réseaux sociaux. Donc ces populations-là que nous, radio, étaient censés sensibiliser à l'avance pour qu'ils sachent que comme les autres maladies, les maladies d'antan, comme la rougeole, comme la poliomyélite et consorts, qu'on puisse leur dire que comme nous avons pu combattre ces maladies-là par la vaccination, donc c'est par la vaccination qu'on pourra combattre le coronavirus. Mais cette communication n'a pas eu lieu. Il a fallu attendre que les gens disent que le vaccin est ceci et cela. Je ne répéterai pas cela parce que c'est des rumeurs qui vont encore influencer les gens. Mais il a fallu qu'il y ait des tas de rumeurs autour du vaccin. Et après, on vient nous dire, bon, faites une communication, dites aux gens que bon, le vaccin, il n'est pas nocif, il est ceci, il est cela. Donc vraiment, c'est une communication qui a été engagée en retard. Ça, c'est un. De deux, je trouve que les communautés n'ont pas été tellement associées dans la communication autour du vaccin. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été parachuté. C'est un travail qui n'a pas été vraiment préparé en amont. Donc ces communautés-là devaient être, c'est-à-dire on devait faire tout pour que les communautés puissent s'approprier, bien sûr, de la campagne de vaccination, oui, à travers leurs canaux de communication traditionnels. Ils ont les relais, ils ont leur crieur public, ils ont leur communauté, les communautés je ne sais pas comment on dit. Il y a des comités de développement au sein de chaque quartier et de chaque village, par exemple. Ce sont des gens qui pouvaient être mobilisés pour sensibiliser les gens autour de la vaccination. Tout cela n'a pas été fait. En tout cas, les radios quand même ont pu jouer leur partition à travers la diffusion des messages et la réalisation des débats radiophoniques, tables rondes radiophoniques, faire des magazines, tout cela pour montrer à quel point vraiment il est important de se faire vacciner. Donc je trouve que vraiment c'est la communication qui a très mal démarré. Ok, justement dans de pareilles épidémies, nous voyons que l'État fait beaucoup recours aux radios, aux médias de proximité qui sont proches des communautés, mais tel n'est pas le cas pour cette campagne de vaccination. Est-ce que vous avez été impliqué, associé à cette campagne? Oui, nous avons été associés parce que les radios sont membres de différentes... dans chaque campagne, s'il y a les réunions, les programmations, l'élaboration des microplans et tout, les radios sont associées, effectivement. Mais jusqu'à un certain niveau. Nous, lors des réunions, nous faisons des propositions pour enrichir leur plan de communication. Mais dans la réalisation, ces propositions sont à 70% ou bien au minimum à 50% laissées de côté. Nous ne pouvons que faire une évaluation, dire que bon, pour faire une très bonne communication par rapport à tel ou tel sujet, pendant telle durée, avec telle ou telle cible, voilà ce que nous proposons. Lors de la mise en œuvre, pour des contraintes de fonds, ou bien des contraintes de logistique, ou bien de quoi que ce soit, finalement, on nous dit, bon, il y a telle partie des activités qui a été annulée parce qu'il n'y a pas de partenaire pour soutenir cela financièrement. Donc, c'est ça le problème en réalité. Sinon, nous avons été associés à toutes les réunions par rapport à la gestion du coronavirus, du début jusqu'à aujourd'hui. Ok. Monsieur Diakité, vous disiez à l'instant que la campagne de vaccination le début a été raté, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez à cette campagne de vaccination? Encore un problème de déficit de communication? Vous savez, M. Gadigo, dans les autres pays, c'est la première institution même. Lors de sa vaccination, c'est fait d'une manière directe à la télé. Et c'est ce qui a manqué au Mali. Ce que j'ai vu sur les antennes, c'est juste la vaccination de Madame le ministre. Et puis c'est fini. Ah, donc vous vouliez que les plus hautes autorités même se fassent vacciner à la télé, qu'on les voit? Qu'on les voit. C'est ce qui peut capter. Vous savez, le
premier président de la Troisième République, il a fait une communication sur les préservatifs. C'est lui-même qui a porté les préservatifs et il les a montrés. Et cela a été un grand succès. Mais malheureusement, on avait l'impression que c'était seul le ministère de la Santé qui avait en charge cette gestion-là. Alors c'est une épidémie. Oui, donc vraiment, ça a échoué depuis ces jours-là. On n'a pas vu le Premier ministre ni le Président de la République. Le ministre là, donc, bon, vous savez, nos contraintes sociales là, quand on voit une ministre, on va dire non, tout ça, ce n'est pas vrai. Mais si c'était le président de la République même, c'est sûr que ça allait avoir un coup sur d'accélérateur par rapport à la population, quoi. Vraiment, c'est ce que je reproche. Ok, Madame Traoré, beaucoup de reproches à la stratégie de communication mise en œuvre. Est-ce qu'avec cette campagne de vaccination qui a démarré, vous avez essayé de rectifier le tir? Le Centre national d'immunisation qui a en charge réellement fait ces aspects de vaccination. Donc ce centre fait partie de la Direction générale de la santé, est en train de tout mettre en œuvre avec les structures partenaires, avec la coordination de la lutte et de la riposte contre la Covid pour réellement tenter de rattraper le coup. Parce que je suis d'accord avec les commentaires qui ont précédé. La communication a raté au départ. La communication a raté et un moyen sûr de récupérer était, comme M. Diakité vient de le dire, de la vaccination des plus hautes autorités. Cela aurait été aussi un message très fort. Donc la santé était en cavalier seul, ce n'était pas un choix volontaire. Voilà, donc le ministre de la Santé s'est fait vacciner et du Développement social s'est fait vacciner. Et pourtant, que ce soit le comité scientifique, que ce soit le comité chargé de la planification, de l'organisation des activités de vaccination, avait fait cette recommandation. C'était l'une des recommandations phares, voilà, en citant les premières personnes qui devaient recevoir le vaccin. Voilà, pour qu'on puisse prétendre à un certain résultat. Mais malheureusement, cela n'a pas été suivi comme beaucoup de recommandations antérieures qui avaient été formulées par le comité scientifique et autres. Donc, voilà un peu. Mais je pense que des efforts sont en train d'être faits. Les plans de communication sont en train d'être révisés en impliquant ceux qui doivent être impliqués depuis le départ et en faisant de telle manière que les canaux traditionnels dont M. Maïga parlait soient utilisés. En fait, faire des affiches avec beaucoup d'images, beaucoup d'écritures, ça peut passer dans un environnement. Mais dans un autre environnement, c'est juste des images, c'est juste des couleurs. Hein? Faire passer des sketchs, ça peut passer des fois, mais pour la plupart du cas, ça nous amuse, ça nous fait rire. Le vrai message, le message essentiel n'est peut-être pas capté dedans. Donc je pense que le CNEX, le Centre national d'immunisation, avec tous les partenaires avec lesquels ils ont l'habitude de travailler, sont en train de voir effectivement maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette vaccination puisse prendre un certain élan. Alors, peut-être une dernière question pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui le Mali est à l'abri d'autres pandémies? On parle de pandémies comme Crimée-Congo ou d'autres épidémies plutôt. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes à l'abri de ces maladies-là? Le Mali n'est pas à l'abri comme tous les autres pays. Nous avons beaucoup d'échanges, que ce soit entre humains, que ce soit entre animaux. Et la plupart de ces maladies, dans un premier temps, sont hébergées chez les animaux. Et c'est à travers un contact quelconque que les humains peuvent contracter la maladie. D'où même la notion du One Health. Voilà, une seule santé pour mettre ensemble les médecins traitant les humains et les médecins traitant les animaux. Et tous les autres secteurs intervenant dans le domaine pour que les gens se mettent ensemble et réfléchissent. Parce que c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Les maladies passent des animaux vers les humains. Donc que ce soit les humains, que ce soit les animaux, nous n'avons que des frontières virtuelles, donc nous nous déplaçons. Voilà, les principales portes d'entrée sont là, hein, avec des agents de santé, des agents de la sécurité,
Mais nos frontières, en réalité, sont très poreuses. Des fois, elles se résument à une petite rivière, à quelques mètres, entre le dernier village du Mali et celui de la Guinée, par exemple. Et ces différentes maladies sont présentes dans la sous-région. Il y a quelques mois, le Mali même a enregistré des cas de la maladie Crimée-Congo, dans la région de Mopti. Dieu merci, ça a été fait stopper à ce niveau, il n'y a pas eu de diffusion. Donc le Mali n'est réellement pas à l'abri. Et ce sont surtout des viroses, donc des fièvres hémorragiques qui sont en train de prendre de la force maintenant. Donc les populations doivent rester réellement vigilantes parce que ces maladies, pour la plupart, sont mortelles. On va dire que la Covid-19 est parmi les plus gentilles. En tout cas chez nous, ici dans nos pays. Alors, Monsieur Diakité, vous qui êtes de la société civile, aujourd'hui nous voyons que nous sommes vraiment en retard par rapport à d'autres pays dans le cas en termes de vaccination. Aujourd'hui, que faut-il faire selon vous? Que faut-il faire pour que les résistances qu'on constate ça et là par rapport à la vaccination, que faut-il faire pour enlever ces résistances-là? Non, il n'y a pas autre chose. On ne peut pas inventer la roue. Il s'agit juste de mettre en apport tous les canaux que le directeur vient de citer, M. Maïga. Et également avec l'implication de toutes les autorités administratives aussi bien que locales, selon les régions. C'est ce qu'on peut faire. Sinon, réellement, on n'est pas à l'abri. Parce qu'actuellement, comme il l'a dit, c'est le ministère, on pense que c'est un problème du ministère de la Santé, mais ce n'est pas normal. Il faut cet engagement politique-là, cette volonté politique affichée par les plus hautes autorités pour accompagner le ministère de la Santé dans ça. Ok. Merci beaucoup, M. Diakité, M. Maïga. Vous, en tant qu'homme de médias, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut trouver une autre stratégie pour essayer de faire adhérer la population à cette vaccination? La stratégie, comme je l'ai dit, il faut revoir les communautés à la base. Donc, il faut beaucoup les impliquer. Aujourd'hui, on sait pourquoi les populations ont du mal à adhérer. D'abord, c'est une population en majorité analphabète. Ils s'accrochent beaucoup aux rumeurs, qu'aux infos réelles qui sont données. Ça, c'est un. De deux, ils trouvent très contraignants les mesures barrières et consorts. Et ils ont peur aussi du vaccin à cause de tout ce qui se raconte autour de ce vaccin-là. Donc, il faut les mettre en confiance et les mettre au devant de la scène. Il faut les responsabiliser par rapport à la sensibilisation et à la mobilisation. Donc, ce sont les populations elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut juste changer d'approche. Ça, c'est un. De deux, il faut aussi une synergie d'action. Il y a beaucoup d'acteurs dans la lutte contre la Covid-19 en matière de sensibilisation et de mobilisation. Il faut qu'ils coordonnent leurs actions pour un résultat vraiment, pour que ça soit vraiment un bon résultat. Ça, c'est la troisième. Et la quatrième, qu'on renforce encore une fois les activités de communication et de mobilisation. Il ne faut pas, parce que vraiment, il ne faut pas toujours parler de manque de fonds. C'est un travail qui est collégial, c'est un travail à nous tous. Il faut que chacun s'engage, qu'il y ait des fonds ou pas. Ok, Madame Traoré, en 30 secondes, un dernier mot pour rassurer les populations maliennes pour qu'elles aillent se faire vacciner. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Je leur dirais qu'actuellement, au stade actuel de l'évolution de la maladie, la vaccination semble être le seul recours fait vraiment fiable et pérenne. Et que la vaccination, en dehors des effets secondaires classiques que l'on connaît aux médicaments, ne va pas leur amener d'autres désagréments. Et s'il y a autre désagrément, nos services de santé sont formés, nos agents de santé sont formés, les services sont disponibles pour assurer une bonne prise en charge.
Et je leur demanderai aussi beaucoup de rester vigilants par rapport à la maladie. On n'a pas fini la gestion. Ok, merci beaucoup. On n'a pas fini la gestion. La vigilance doit rester de mise. C'est ce qui met fin à ce grand dialogue. Nous faisions aujourd'hui le point de l'évolution de la lutte contre la maladie à coronavirus dans notre pays. Merci à nos invités qui étaient Mme Traoré Fatou Diawara de la cellule de coordination de lutte contre la COVID-19 au Mali, Youssoufa Maïga, directeur de la radio Djamana de Koulikoro, et Abdoul Wahab Tchakite, vice-président de l'association des consommateurs du Mali, ASCOMA. Sekou Gadjigo vous a présenté cette émission. À la mise en onde, c'était Salim Diouara, à la régie Peting Diara. À demain pour un autre numéro du Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri Halud Mauni. Shenni Beri Sigi Kafoba.